Bienvenue dans cette nouvelle émission Gestion de crise quand tout part en schtroumpf. Et pour cette émission, je suis heureux de t'accueillir Audrey. Je pense que ça va être un moment génial. Alors Audrey, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes ? Quelques secondes. Bonjour Florent, bonjour à tous. Je suis consultante en résilience. J'interviens dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans de continuité d'activité chez différents de nos clients, dans différents secteurs de l'industrie, banque et services également. Donc j'imagine bien naturellement que nous allons parler de gestion de crise, Tout à fait. cyber. Et déjà, gestion de crise cyber, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Audrey, plus précisément? Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la gestion de crise? La gestion de crise, c'est la gestion de l'imprévu, l'inattendu, voire l'imprévisible. Dans les cas extrêmes, on est dans une situation où finalement notre organisation, ses opérations, voire nos collaborateurs sont menacés. La particularité de la crise cyber, c'est qu'on n'a plus accès à nos moyens techniques habituels. Aujourd'hui, nos opérations sont totalement imbriquées dans les systèmes d'information. Vous supprimez l'accès aux systèmes d'information, il est encore plus difficile de gérer la situation et on doit s'adapter. Donc finalement, la gestion de crise cyber, c'est du chaos dans le chaos d'une gestion de crise normale. Exactement. Donc en fait, là, on parle de gestion de crise, et puis Aerium, c'est une société qui est connue pour sa dimension très opérationnelle. Alors, j'imagine qu'en situation de gestion de crise et d'exercice, notamment, vous êtes souvent confronté à des contextes dirigeants et métiers. Est-ce que cette culture opérationnelle, c'est un frein ou plutôt une opportunité? Alors moi, j'y vois un sacré avantage. Finalement, dans la plupart des démarches de continuité d'activité, aujourd'hui, on remarque qu'elles sont beaucoup trop théoriques. On a cet effet tunnel où finalement, on va les cocher les cases, on va les cocher la liste des procédures, le BIA, son process, sa checklist. Et puis, on vient quelque part sanctionner cette démarche avec un gros exercice où on invite les métiers à venir tester les procédures qu'on a mis en place. On a ce côté happening qui est hyper intéressant dans un certain point de vue, mais par ailleurs, on prend le risque que finalement les métiers n'arrivent pas à appliquer les procédures qu'on a mis en place de notre côté. Donc en fait, c'est pas une démarche one shot, ça veut dire que vous allez travailler dans une logique quelque part itérative pour améliorer un peu en continu ce que vous construisez, c'est ça? Il y a une logique de test and learn? Tout à fait. Par exemple, moi je préfère travailler effectivement par itération. Si on prend le BIA in vivo, sous forme de micro-études de cas, on va aller chercher le besoin du terrain sur une piste particulière qu'on va pouvoir tester avec des micro-exercices et puis construire en fait au fur et à mesure les différentes procédures. Alors évidemment, moi j'aime beaucoup cette approche, mais aujourd'hui, malgré tout, les dirigeants aiment avoir une vue globale sur leur situation de crise, sur ce qu'ils gèrent bien ou pas. Comment vous répondez à ça? Alors effectivement, aujourd'hui, les dirigeants ne sont plus au stade de la prise de conscience. Finalement, ils sont moins intéressés par la théorie ou le benchmark que par le concret, les actions concrètes qu'on va mettre en place et savoir si leur dispositif de crise est effectivement activable en conditions réelles. Et ça passe par des actions concrètes qu'on va mettre en œuvre, que ce soit la mise à disposition de canaux de communication efficaces, via des messageries comme Signal ou Shadline, l'export de données critiques aux métiers pour réaliser leurs opérations en mode dégradé, et ainsi de suite. Finalement, c'est une vue globale, mais sur ce qui est réellement opérant. On peut retenir ça comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, vous apportez une réponse globale à un problème qui est souvent traité de façon très théorique, et encore une fois, vous amenez énormément de pragmatique dans la réponse, mais sur toutes les dimensions de la crise. Tout à fait, on s'assure de l'efficacité terrain. On doit en être déjà à la 4e ou à la 5e question. Le problème, c'est que j'en ai encore. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans tout ça, c'est qu'on parle de crise, on parle de concret, mais en réalité, on travaille beaucoup par exercice de crise. Alors moi, j'ai fait quelques vraies crises, c'est pas du tout la même chose. Comment est-ce que l'on fait pour se rapprocher des conditions réelles dans un exercice de crise? C'est quoi le secret? Alors bien entendu, on ne va pas mettre les joueurs dans le chaos direct. En fait, on va plutôt avoir une approche progressive, l'escalade du chaos, comme on l'appelle. Par exemple, pour un de nos clients, on a fait une crise sanitaire, on dirait il n'y a rien du tout de cyber là-dedans. En fait, les solutions qui sont apportées à une crise donnée. Et ensuite, on apporte cette dimension cyber en disant, ok, donc là, vous avez une crise sanitaire, vous avez dû contacter vos fournisseurs, faire un rappel produit ou que sais-je. Mais si vous n'avez pas vos systèmes d'information classiques, comment vous faites? Parce que vous n'avez pas les références des lots à rappeler, vous n'avez même pas les contacts de vos fournisseurs. Donc finalement, on rajoute du chaos sur la situation de base. Ah, finalement, cette logique d'itération, elle vous est chère. C'est-à-dire qu'elle soit dans la façon de travailler, qu'elle soit dans la façon de rajouter du chaos dans une crise, et vous conjuguez des facteurs de stress et d'incertitude. Fait que j'imagine qu'au bout d'un moment, on est quasiment dans un niveau de stress qui ressemble à une crise réelle, c'est ça? Tout à fait, mais on peut faire le parallèle avec évidemment le monde du sport, où quand vous faites un semi-marathon, vous n'allez pas courir 21 km direct, mais vous allez progressivement dans l'entraînement, vous faites 5, 10, puis 15, jusque le semi-marathon. Je ne compare pas à une crise, mais du moins... Pour certains coureurs, si. Ça peut en être une.
Alors, en vrai, sur le terrain, dans de vraies crises ou dans des exercices de crise, qu'est-ce qui aujourd'hui t'a le plus marqué dans ton expérience? Alors je pense qu'il y a ce moment assez cocasse où finalement on était en exercice sur un gros site industriel, on était avec la supply chain, on avait tout prévu, on avait toutes les données à traiter, on avait les liasses d'expédition des produits, on avait prévu l'inventaire de stock, les emplacements dans l'entrepôt, etc. Et puis en fait au moment de faire l'expédition à proprement parler, il y a Jean-Michel de l'entrepôt qui nous appelle pour nous dire que le transpalette il n'a pas de volant. Donc ça paraît très bête, mais en fait cette usine était automatisée et donc au moment où nous finalement en tant qu'opérationnels on avait les moyens d'opérer en manuel, et ben eux ils n'avaient pas les moyens sur place dans l'entrepôt de continuer les opérations. Donc aujourd'hui c'est des vraies questions qui se posent sur des sites finalement où tout est imbriqué, tout est automatisé, on a de moins en moins de main d'œuvre également, c'est comment traiter la résilience. Alors ça me rappelle une référence quand même hein, de film, tout ça pour ça, mais comme nous sommes sur le thème gestion de crise quand tout part en schtroumpf, je pense que là on a un bel exemple de quand tout part en schtroumpf. Effectivement. Voilà. Donc merci Audrey, moi j'ai trouvé cet échange génial, finalement très pragmatique. On sent qu'il y a cette culture du concret et concrètement, dans les 2-3 ans qui viennent, pour toi, qu'est-ce qui va encore changer sur ce métier? Donc finalement, comme on l'a vu dans la question précédente, c'est où on place le curseur, jusque où on va dans la continuité d'activité et où commence la reconstruction, parce qu'on peut tout prévoir, mais il y a un moment donné où nos systèmes ils sont tellement imbriqués, tellement automatisés qu'on ne pourra plus opérer en manuel. Merci Audrey, c'était super cet échange. Merci Florent. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Oui, également. Voilà, et de belles expériences de crise, mais plus en exercice qu'en vrai quand même. Et pour toi, en exercice, voilà. Ouais. Pour toi comme pour nos clients d'ailleurs. Tout à fait.